Le bootcamp commence le 4 du mois de février 2026 et les inscriptions s'arrêtent le 2 du mois de février 2026. Uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement, mais surtout le faire en 30 jours. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Meta Platform aborde l'année 2026 avec une dynamique de croissance solide, portée par une base de plus de 3,5 milliards d'utilisateurs quotidiens. Le quatrième trimestre 2025 s'est conclu sur un chiffre d'affaires de 59,9 milliards de dollars en hausse de 24% sur un an. Cette performance est quasi intégralement soutenue par la family of apps, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp ou Threads, dont les revenus publicitaires ont atteint 58,1 milliards de dollars, portés par une demande record durant les fêtes et des gains d'efficacité liés à l'intelligence artificielle. L'année 2026 est présentée comme celle de l'accélération majeure par rapport à l'IA de manière générale. Mark Zuckerberg mise sur une intelligence artificielle, dite super intelligence artificielle, capable de fusionner les modèles de langage LLM avec les systèmes de recommandation. Cette intégration produit déjà des résultats, à savoir le temps de visionnage sur Instagram Reels a progressé de 30% aux États-Unis, tandis que les outils de génération de vidéos ont atteint un taux de revenu annuel de 10 milliards de dollars. L'étape suivante repose sur les outils de shopping agentique conçus pour transformer l'acte d'achat via des agents IA capables de trouver des produits ultra spécifiques. Côté matériel, une réorientation s'opère pour Reality Labs. Bien que le segment ait vu ses revenus reculer de 12% au dernier trimestre, Meta dirige désormais la majorité de ses investissements vers les lunettes connectées et les wearables. L'objectif est d'amener l'écosystème de réalité virtuelle vers l'équilibre financier dans les années à venir, tout en développant Horizon sur mobile. Les pertes opérationnelles de cette division devraient se stabiliser en 2026 avant de diminuer progressivement. Ça reste encore une prévision de manière générale. Donc, la structure de coûts reflète ces ambitions-là. Donc, à savoir, les dépenses totales pour 2026 sont projetées entre 162 et 169 milliards de dollars, tandis que les CAPEX, qui sont ici les dépenses en investissement, grimperont entre 115 et 135 milliards de dollars. Donc, on parle de dépenses totales. Et dans les dépenses totales, le CAPEX seul va prendre entre 115 et 135. Le reste ici, ça peut être, ça peut être au niveau de la R&D, etc. Okay? Donc, ce saut massif, d'accord, cette croissance massive est dictée par le besoin d'infrastructures de calcul et de talent. Okay? La direction reconnaît que les contraintes de capacité de calcul persisteront une grande partie de l'année 2026 avant que les nouveaux centres de données propriétaires ne soient pleinement opérationnels. Et quand on parle de talent, Meta a dépensé des milliards dernièrement pour acheter une boîte. Okay? Je pense même pas racheter. Ils ont pris une participation. En réalité, c'est ce qui se fait déjà au niveau de la tech. Ils n'achètent plus les entreprises, ils prennent des participations dans des entités, en fait, histoire d'ici de vider l'entreprise de sa substance. Donc, en fait, ils achètent les talents. C'est ça qu'ils font. Donc, je ne sais pas, le mec en question, il a moins de 30 ans. Ils ont acheté son entreprise à plusieurs milliards de dollars ici. Et maintenant, ils se retrouvent à gérer le projet IA ici de Meta. Et je pense que Nvidia également a fait la même chose avec une entreprise qu'ils ont achetée. Je pense que ça s'appelle Grok. Pas Grok avec un Q. Pas le Grok de Elon Musk. Donc, ils ont pris une participation dans l'entité Grok ici. En réalité, c'était un achat déguisé parce que derrière ça, les employés de Grok vont avoir tendance à travailler. Donc, toute l'intelligence, toute la propriété intellectuelle de Grok va revenir ici à Nvidia de manière générale, même si Nvidia n'a que pris 51% ici de la compagnie de Grok de manière générale. Donc, ça passe mieux au niveau du régulateur. Pour le moment, le régulateur accepte encore ce genre de fusion-là. C'est comme si, par exemple, au lieu que Adobe rachète Figma, ce qu'ils vont faire, c'est par exemple prendre 51% de participation ici et tous les talents de Figma vont se diriger vers Adobe de manière générale. Bref, ça c'est une parenthèse, je n'ai pas dit que c'était le cas, mais c'est de plus en plus visible en date d'aujourd'hui. Pour le moment, le régulateur observe, mais il y a de grandes chances que, à un moment donné, que ça ne puisse plus se faire. Bref, refermons la parenthèse et continuons. So,
Malgré ces investissements massifs, Meta prévoit de dégager un résultat opérationnel supérieur à celui de 2025. La publicité demeure le moteur principal, les annonceurs répondant favorablement aux améliorations des taux de conversion. Donc le groupe doit cependant naviguer dans un environnement réglementaire complexe, notamment en Europe, où il déploie de nouvelles options publicitaires moins personnalisées. Donc la gestion de la capacité d'infrastructure et l'adoption de nouveaux produits IA seront les deux variables déterminantes pour valider la rentabilité de cette expansion. Donc, au niveau du chiffre, enfin, des chiffres de manière générale ici, comme je considère que c'est la partie la moins importante ici, parce que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, à quoi s'attendre ici à court terme. Et donc, vous pouvez constater que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, on va faire un tour d'horizon rapide ici de cette compagnie en termes de marge brute. Les chiffres nous servent seulement à identifier si une entreprise mérite notre attention ou pas du tout. Et maintenant, il faut faire parler ces chiffres-là. Il faut faire parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers. Parce que moi, j'aime bien les marges brutes ici, pour moi, sont assez correctes. Même si elles affichent une baisse ici, la raison, c'est toujours pourquoi. OK. La question suivante, c'est toujours pourquoi. Ensuite, vous avez des marges ici EBITDA qui sont plutôt stables, de manière générale, près de 51% par là. Je connais très peu d'entreprises qui sont capables de le faire. Ensuite, vous avez on peut comparer ici les marges de free cash. Les free cash sont sous pression sur les années à venir, tout simplement parce que les investissements sont massifs. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces investissements rapportent de l'argent? Ou bien est-ce que ces investissements-là portent leurs fruits de manière générale? Alors, c'est la question qu'on se posera dans le futur, ok? Parce que les CAPEX ici, par rapport aux revenus, vont avoir tendance à augmenter. Mais la question qu'on devrait également se poser, c'est dans cette augmentation de CAPEX, quel est le pourcentage lié au CAPEX de croissance? D'accord? Il faut faire la différence entre le CAPEX de croissance et le CAPEX de maintenance. Bref, on va faire simple hein, pour l'évaluation de cette compagnie. Vous connaissez la chanson. Hein, je vais utiliser ici Fastcraft. Et je tiens à mentionner une chose. Je suis actionnaire de Meta Platform depuis très longtemps. La question qui se pose maintenant, est-ce que je serais capable de racheter au prix actuel? Ma réponse est déjà oui. OK? Combien est-ce que je pourrais évaluer cette compagnie? Attention, je prends les cash flows opérationnels ici. Pourquoi est-ce que je prends les cash flows opérationnels? Parce que je sais que les free cash flows peuvent être impactés. Et idéalement, c'est une compagnie que je ne paierai pas moins de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Je ne vous dis pas ici que le marché va payer 25 fois les bénéfices. De toute façon, achat d'actions, croissance, ça mérite 25 fois les bénéfices. C'est un business également prévisible. Si on se base sur les attentes de 2028 ici, comme on peut le voir, le forecast, il y a 6 mois, on était à 36,40 $. Aujourd'hui, c'est 37,21 $. Donc, les attentes sont de plus en plus élevées. Il y a énormément d'analyses sur le dossier. C'est l'une des entreprises les plus suivies ici. Donc, il y a de fortes chances que, voilà, quand on dit que les analyses sont généralement, les analyses sont généralement prévisibles sur ce genre de business, en supplément de ça, vous avez une base d'analystes élevée ici. Ça permet de renforcer ici le niveau de confiance qu'on peut avoir par rapport à cette métrique-ci, de manière générale, parce que de toute façon, ça reste des prévisions. Et aucune prévision. Tant que les prévisions, c'est toujours, peuvent avoir tendance à fluctuer de manière générale. C'est pour ça que tout ce que ça veut dire, c'est qu'on est optimiste. Et la question que vous devez vous poser derrière, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont optimistes? On est optimiste peut-être parce qu'on va intégrer ici des éléments d'IA qui vont nous permettre ici de mieux recommander les produits, de mieux recommander de faire de meilleures recommandations. Donc, ça permet ici peut-être de faire de meilleurs placements de produits pour ceux qui vont avoir tendance à payer des annonces, etc. Ça permet de rendre la publicité plus efficace. Les taux de conversion sont plus élevés. Et si les taux de conversion sont plus élevés pour les annonceurs, ça veut tout simplement dire ici que Meta peut avoir tendance à pricer à des niveaux plus élevés. Vous voyez? Donc, ça peut être ça peut être un élément ici favorable à la croissance et également. C'est vrai que c'est une entreprise qui dépend énormément de la publicité, mais le secteur publicitaire reste également en croissance. C'est le nerf de la guerre. Il faut faire de la publicité. Même moi, je dois faire de la publicité. Vous n'avez pas vu au début de la vidéo. Je dois le faire ici, mais normalement, j'aurais dû faire, je ne sais pas moi, prendre, acheter, je ne sais pas moi, comment on dit ça? J'aurais pu prendre ici, acheter de la publicité sur Facebook au lieu de dire à chaque vidéo le bootcamp, machin, truc, ou bien le top premium infinity, ou je ne sais pas quoi. J'aurais pu prendre ici, j'aurais pu payer juste un abonnement, enfin pas un abonnement, j'aurais pu prendre ici, enfin payer de la publicité sur Facebook afin qu'elle soit, afin qu'elle soit présentée à des personnes qui sont intéressées par la bourse, qui ont peut-être un CTO, etc. Bref, ça aurait été plus efficace. Mais bon, je ne paye pas de publicité de manière générale ici, donc c'est pour ça que vous allez avoir tendance à souffrir un tout petit peu parce que c'est ma chaîne, d'accord? Je fais ce que je veux également. Et ce que je propose également, c'est pour aider ceux qui veulent aller plus loin que ça, ok?
So, ici, on a l'ambition de faire du stock picking sérieusement. Et donc, quand je regarde les chiffres ici, c'est bien beau, mais les questions que je me pose généralement quand on parle de prévision, c'est sur quoi est-ce qu'elle se base? Il ne faut pas s'asseoir et dire que les analystes pensent qu'on va aller à 37 et on s'arrête là. Pourquoi est-ce qu'ils pensent là? On identifie les éléments en question. Est-ce qu'il y a de fortes chances que l'entreprise y arrive? Si la réponse est oui, oui, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Ce sont des questions qu'on se pose déjà en amont. Maintenant, au prix actuel, pour quelqu'un qui a un excellent PRU sur Meta Platform, il va peut-être se dire, oui, mais voilà, le prix est élevé parce que c'est échange à 28 fois les bénéfices. 28 fois les bénéfices sur une entreprise qui peut avoir une croissance moyenne, disons, de 10% sur les années à venir, c'est presque rien du tout. C'est presque rien du tout. C'est cadeau de manière générale. Bref, ce qu'on va faire ici, c'est simple. 25 fois les bénéfices par rapport à 2028, ça donne à peu près 930 dollars l'action. 930 dollars l'action. Ça veut dire ici que si on me distribue la totalité des bénéfices, mettons que 2028, ça se réalise. Ici, il y a de fortes chances que ce soit le cas parce que ça reste un business prévisible. On s'attend à 37 dollars ici par rapport au prix actuel à 669 dollars. Ça donne à peu près, enfin, le prix datant du 28 du mois de janvier. Ça donne à peu près 5,55 pour 53% de rendement. Donc, s'ils avaient distribué un dividende ici, le plafond de verre pourrait se situer à ce niveau-là. Ça, ce sont les bénéfices. Mais il y a une chose que j'aimerais également vous montrer, ça pourrait également être intéressant de l'évaluer par rapport au cash flow opérationnel. C'est une entreprise qui se négocie généralement ici à 20 fois les cash flows opérationnels. Sur les 5 dernières années, c'est une quinzaine de fois les cash flows opérationnels, donc ce qui est plutôt au niveau de la moyenne pour ce type d'industrie-là. Okay? Et si on la prend à 15 fois les cash flows opérationnels, parlant des cash flows, ils sont encore plus prévisibles que les bénéfices nets. Ajustés, bien sûr, donc slash free cash flow si vous voulez, si on free cash flow sans, en prenant en considération uniquement les dépenses de maintenance. Ça vous donne ici à peu près combien? D'ici 2028, on s'attend à 76,63 $. En forecasting, ici, ils sont combien d'analystes? Ils ne sont pas nombreux. Donc, comment on dit ça? Il faut faire attention à cette prévision. D'accord? Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Actuellement, ils sont à peu près 5 à faire des prévisions par rapport au cash flow. So, si vous êtes très conservateur, vous vous limitez à 2027, auquel cas ça donnera à peu près 926 dollars l'action, sans prendre en considération la dette, bien sûr. Donc, on n'est pas très loin de ce qu'on avait précédemment. OK? Et donc, si on extrapole un tout petit peu à 15 fois les bénéfices, on monte à peu près aux alentours de 1150 dollars l'action. Ça pourrait. Je ne suis pas en que de vous, mais je vous dis la vérité, je préfère me limiter à 25 fois les bénéfices ajustés. OK? Mais ça pourrait également être une alternative d'évaluation de manière générale. Okay? Vous pouvez également l'évaluer en faisant cela. Quoique, moi, j'utilise une valorisation par les multiples. Ici, vous pouvez également utiliser l'EBITDA. Faites comme ça. Ici, pour une entreprise pareille, elle va se négocier à plus de 10 fois l'EBITDA. Parce que les marges sont très élevées. Je tiens à mentionner que les métriques comme le price to sales, le price to EBITDA ou bien enterprise value sur EBITDA ou bien oui, ces deux métriques-là peuvent être influencées par les marges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui se négocie, une entreprise qui se négocie généralement à une fois un price to sales de 1 peut généralement avoir de très petites marges. Comparer une entreprise, disons, aller dans une industrie par exemple, excusez-moi, je vais parler, parce que je pense que c'est important. Si vous allez dans le domaine ici de la grande distribution avec des entités comme Walmart, ok, WMT, vous prenez du Walmart, si vous prenez le price to sales de Walmart, dans cette industrie, le price est légèrement inférieur à 1, si ma mémoire est bonne. Et oui, ma mémoire est légèrement bonne. Le price to sales est inférieur à 1. Et vous allez voir que ce genre d'entreprise ne dégage pas de marge très élevée. Parce que quand on prend ça, Walmart, WMT, ok, donc voilà. Et voilà. OK. Vous avez Walmart qui a à peu près des marges de 3%. C'est très bas, n'est-ce pas? Alors, nous sommes dans quel secteur d'activité? Consumer Staple and Distribution Retail. OK? Je vais faire ceci. Je vais faire un screening. Je vais aller chercher Consumer Staple and Distribution Retail. Parfait. Je vais juste prendre ici une région. On va éliminer ça. ROI, machin truc. Bon.
Mettons-le comme ça. Voilà, on va essayer d'avoir les meilleures entreprises possibles ici. Et je vais prendre l'entreprise qui a les marges les plus élevées dans cette industrie. Je vais comparer par rapport aux marges brutes et je tombe sur une compagnie comme Dollar Tree. OK? Généralement, je peux même prendre ici voilà, une entreprise comme Dollarama. Excellente entité. On est à peu près sur le même secteur d'activité, même si c'est une Canadienne. Vous allez voir une chose. Dollarama a des marges plus élevées. OK? Et donc, pourtant, ils sont dans le même secteur d'activité. Vous pensez que Dollarama devrait se négocier à un price to sales de 0,6 ou bien même de 1? Regardez ces marges. 5 fois plus élevées que les marges nettes comment on appelle ça? Enfin, les marges nettes de la compagnie qu'on appelle Walmart. Si on prend Dollar Tree, qu'est-ce qu'on a ici? Prenons Dollar Tree, on a des marges aux alentours de combien? Il faut les ajuster ici parce qu'on a connu une période assez difficile pour cette compagnie. OK? Donc, on a des marges même de 5%, donc ça correspond même encore à ce type d'entreprise-là. Je vais chercher une autre entreprise, toujours dans le même secteur d'activité. On va faire comme ça. Voilà, on va directement aller prendre les marges nettes ici. Voilà, celle qui a les marges les plus élevées. Dollar Tree, c'est ajusté. Vous avez Loblaw, etc. Vous avez Metro. Donc, Dollar Tree a des marges plus élevées. On va le dire comme ça. OK? Et quand on prend DLTR, comme ça, qu'est-ce que ça donne? Prenons le price to sales, le DLTR. Vous constatez que le price to sales, le DLTR aura tendance à être plus élevé que celui de Walmart. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes marges, même s'ils peuvent être dans le même secteur d'activité. Walmart aura toujours un price to sales moins élevé. Pourquoi? Parce que leurs marges sont moins élevées. Donc, si tu arrives dans cette industrie, il y a de fortes chances que Dollar Tree se négocie au moins à 0,6 fois les revenus. Il y a de fortes chances, au moins. Mais tu ne peux pas sous-entendre que Walmart devrait s'échanger à 1 fois les revenus. Parce que Walmart a des marges bien moins élevées que ça. Donc, il faut faire attention quand vous prenez certaines métriques d'évaluation. D'accord? Chacun peut avoir son avantage comme son inconvénient. Le DCF, le reverse DCF, le price to sales, le price to gross margin, le price to cash flow, le price to earning. Donc, tout est très, très différent. C'est pour ça que je dis une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on voit une entreprise s'échange à 10 fois les bénéfices qu'elle est forcément sous-évaluée. Une entreprise à 100 fois les bénéfices peut être extrêmement sous-évaluée. OK? Il y a des entités qu'on analyse, par exemple, si vous prenez du Palantir, ce serait fou de prendre Palantir et de faire une évaluation en utilisant les prices to free cash flow ou ce genre de choses-là. Palantir, idéalement, soit vous prenez les prices to cash flow ou vous l'évaluez avec les prices to sales de son industrie, en prenant en considération la moyenne globale. Et sachez une chose, c'est que son industrie peut être influencée, le price to sales est influencé par les marges. Ce qui veut dire que si Palantir a les marges plus élevées que la moyenne de son industrie, pour avoir un price to sales plus élevé que ça. D'accord? J'espère que c'est compréhensible. Si je sais qu'on était en train de parler de Meta, mais vous me connaissez, j'aime toujours éclaircir les choses de manière générale, afin que vous ne regardiez pas les métriques comme des personnes qui ne... Enfin, vous ne regardiez pas les métriques pour uniquement le chiffre que ça représente devant vous. Dites-vous que derrière ce chiffre, il y a toujours un raisonnement. OK? Et c'est à peu près ça qu'on va avoir tendance également à apprendre pendant le bootcamp. Et donc, le raisonnement le plus important vient avant tout de la qualité du business. C'est pour ça que je dis toujours une chose, c'est que la partie la moins importante en matière de stock picking, c'est la valorisation. C'est la partie la plus facile. Valoriser, ce n'est pas dur. La partie la plus importante, c'est la compréhension du business. Parce que si je comprends ce que l'entreprise fait, si j'ai une idée générale de ce que les concurrents font, si je connais le secteur d'activité, comment est-ce qu'il fonctionne, il y a de fortes chances que je garde mes actions en période difficile. OK? Et c'est ce qu'on a déjà eu tendance à faire plusieurs fois ici, même en live. On l'a fait, par exemple, Meta, je pense qu'on en avait parlé ici, quand tout le monde vendait de Meta parce que TikTok ou je ne sais pas quoi. Bref, aujourd'hui, Meta, pour moi, je pense qu'on va même atteindre les $1,000. On va atteindre les $1,000. Et puis même, je vais mettre mon évaluation la plus optimiste, je mettrai $1,150, 2 fois le prix actuel. OK? Et je viens ici, dans ma watchlist. Voilà. Et Meta fait partie ici, c'est le segment. Meta, où est-ce qu'ils vont être situés? Interactive, main media, OK. Donc, je pense que c'est télécom.
Voilà, Meta va être situé ici. Non. Voilà, ici, communication, justement. La dernière fois, c'était 846. Je vais mettre qu'aujourd'hui, je ne prends même pas la dette parce que c'est une entreprise qui n'est pas endettée, selon moi. La dette est insignifiante ici. Et je mettrai mon target price en date d'aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, vous savez que Meta, pour moi, reste sous-évalué. Et la prescription demeure matin, midi et soir. Je ne sais pas ce que vous faites, hein? Mais moi, je pense qu'un portefeuille équilibré peut être constitué de Meta, Amazon, Microsoft et Alphabet. Tu travailles juste sur ces 4 entreprises-là. Il y a de fortes chances que tu ne perdes pas d'argent à long terme. Parfois, ça ne sert à rien d'aller compliquer la vie. Ce n'est pas original, je sais. Mais est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'être original quand on investit? Moi, je vais acheter des cash cow, des vaches, des machines à cash. C'est ça qui m'intéresse, des entreprises qui ont la capacité de maintenir leurs avantages concurrentiels ou même de les renforcer, de préférence. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Si vous avez vos méta, pour moi, je pense que gardez-les. Après, vous faites ce que vous voulez de manière générale. Bref, pour les plus sérieux, rejoignez-nous dans le bootcamp. OK? Et comme je l'ai dit la dernière fois, le bootcamp a une seule garantie. Si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à analyser de vous-même les entreprises après ces 30 jours-là, je vous rembourse. Simple. Mais je sais pertinemment que vous allez réussir à le faire. OK? Parce que je vais vous donner à peu près la même méthodologie que j'utilise. Et vous allez voir que vous verrez le stock picking différemment. OK? Bref, les inscriptions sont en description de la vidéo. Et pour les autres ici, rendez-vous sur les prochaines vidéos. Dividendes, etc. Vous savez, la chanson est là. Meta ils vont avoir tendance à reverser des dividendes. Enfin, ils vont avoir tendance à avoir des dividendes de plus en plus élevés dans le futur. Donc, ce n'est même pas une question. Actuellement, je pense même qu'on devrait privilégier le rachat d'actions. Bref, voilà. Merci, au revoir.